Imaginons que nous ayons deux conducteurs, l'un en face de l'autre ou l'un à côté de l'autre. Ces deux conducteurs, ils sont tous les deux chargés et ils vont s'influencer l'un l'autre. C'est-à-dire qu'il y a certaines lignes de champ de l'un qui vont finir sur l'autre et les deux étant chargés. Donc on a deux conducteurs, l'un qui apporte une charge positive, et puis dans cet exemple, on va supposer que l'autre possède une charge nulle, totale, une charge totale nulle. Ce qui ne veut pas dire que sur sa surface, il n'y a pas une distribution de charge euh, qui se répartit donc sur sa surface. Le conducteur les deux conducteurs d'ailleurs, vont avoir des lignes de champ qui sont, comme on l'a vu avec le théorème de Coulomb, orthogonales à la surface, comme ici par exemple. Enfin, partout sur toute la surface. Et ces lignes de champ, elles ont certaines propriétés. Donc ce côté orthogonal à la surface des conducteurs, d'une part, et le fait que lorsqu'une ligne de champ part d'un conducteur à l'autre, elle part forcément du conducteur qui a une charge positive vers le conducteur qui a une charge négative. Ou bien elles partent du conducteur en question et elles vont vers l'infini pour le conducteur qui a une charge positive et elles arrivent sur le conducteur de l'infini sur le conducteur qui a une charge nulle. D'autre part, le long d'une ligne de champ, n'importe laquelle, le potentiel va forcément décroître, puisqu'il part d'un potentiel qui est un potentiel positif, là où le conducteur est chargé de façon positive, et il va vers un conducteur qui est de charge nulle, donc le potentiel le long de la ligne de champ va décroître. Sinon, si vous avez un minimum de potentiel, vous auriez des charges présentes sur cette ligne de champ, ce qui n'est pas vrai, enfin dans l'hypothèse. Donc ça, la conséquence de ça, c'est que puisque une ligne de champ part d'un potentiel positif et va vers un potentiel négatif, et que le potentiel décroît forcément, ça veut dire qu'une ligne de champ qui irait d'un conducteur et qui se refermerait sur ce même conducteur, bah, ça n'existe pas. Puisque forcément, elle serait obligée le long de la ligne de champ, de monter le potentiel et de le descendre pour arriver finalement au même potentiel. Alors ça, c'est donc intéressant. Donc ça va, les lignes de champ vont de V1 si le potentiel ici c'est V1 jusqu'à V2 si le potentiel de ce deuxième conducteur c'est V2 et V2 est forcément plus petit que B1. Ou bien elles vont de V1 à l'infini. Rappelons d'abord ce que c'est qu'un tube de champ. Alors, vous vous souvenez peut-être de cette figure qui, euh, qui exprime, enfin qui montre ce que c'est qu'un tube de champ. Donc imaginons qu'on ait un ensemble de lignes de champ qui sont toutes dans l'espace, comme ça, qui sont les unes à côté des autres. En réalité, entre chaque ligne de champ, si vous avez deux lignes de champ, par exemple, imaginons, on va avoir ici une ligne de champ, ici une autre ligne de champ. En réalité, entre ces lignes de champ, il y a une infinité d'autres lignes de champ. Donc, entre ces deux-là, il y a ces lignes de champ-là, etc. Entre ces deux-là, il y a ces... Elles se coupent jamais, hein. Entre ces deux-là, il y a une autre ligne de champ, parce que le champ, il est dans tout l'espace. Donc, ces lignes de champ, d'une certaine manière, si on va au bout du raisonnement, elles forment une espèce de surface, hein. L'ensemble des lignes de champ forme une espèce de surface qui serait peut-être orientée. Alors, par contre, dans l'espace, imaginons qu'on dessine un contour fermé, un contour comme ça qui est fermé,
si j'arrive à le dessiner, voilà, le contour, il est là, c'est un contour fermé dans l'espace. Ce contour fermé dans l'espace, eh bien, toutes les lignes de champ qui passent par ce contour, dont un des points de la ligne de champ, c'est un des points du contour aussi, bah, vous voyez qu'ils vont former, c'est comme un collier, hein, si on veut, elles vont former, les lignes de champ elles-mêmes vont former une surface qui va ressembler à un tube, alors un tube un peu bizarre, un peu tordu, mais en tout cas un tube, puisqu'elles ne se croisent jamais, ces lignes. Et donc, si je reviens à mes deux conducteurs qui portent la charge Q1 et Q2 de tout à l'heure, on peut très bien imaginer de prendre les lignes de champ qui vont d'un conducteur à l'autre, on va imaginer ça, toutes les lignes de champ qui vont d'un conducteur à l'autre, alors je vais tracer juste celle qui m'intéresse en l'occurrence, là, disons celle-là, et celle-là. Ça, ce sont deux lignes de champ, mais il faut l'imaginer en 3 dimensions. Donc ça forme ici une espèce en perspective, ça va former une espèce de collier qui, chacune des lignes de champ qui va partir par exemple d'ici, si ça c'est devant, c'est pas dans le conducteur, c'est devant le conducteur, cette ligne de champ-là va aller de là à là, et puis ça va former, je vous montrerai une image plus représentative, ça va former finalement une autre ligne de champ. Bref, toutes ces lignes de champ qui passent par ce collier, en tout cas qui partent finalement de cette région-là, hein, elles forment une région, une partie de la surface de départ, vont se retrouver, donc, elles vont se retrouver de l'autre côté, sur l'autre conducteur, sous la forme d'une autre surface. Autrement dit, le tube de champ que je dessine, il va peut-être se finir sur l'autre surface. Si c'est le cas, c'est-à-dire si toutes les lignes de champ qui partent de l'une des surfaces finissent sur l'autre, le tube de champ en question connecte en quelque sorte les deux surfaces. Donc voilà une image un petit peu plus, un schéma un petit peu plus clair peut-être que le schéma précédent construit à la main rapidement. Voilà, donc si on a ce tube de champ qui est en violet là, vous voyez, toutes les lignes de champ d'une des surfaces finissent sur l'autre. On va faire un truc, c'est que on va prendre, alors, il y a des caractéristiques d'abord. On va supposer qu'on prend une surface qui est en partie le tube de champ et qui est fermée à l'intérieur, n'importe comment, on s'en fiche, à l'intérieur des conducteurs. C'est une surface virtuelle, comme d'habitude. Ça pourrait être une surface de Gauss. On va s'amuser à calculer, à appliquer le théorème de Gauss à l'intérieur de cette surface, virtuelle. Alors, il y a des caractéristiques. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que, vous allez voir, le calcul du flux, en fait, il est trivial, il est évident. Sur le long d'une ligne de champ, le champ, il est collinéaire, enfin, il est tangent à la ligne de champ. Le champ E qui est ici, quel que soit le point d'ailleurs qu'on pourrait prendre, si je prends un point ici, sur la ligne de champ, le champ serait comme ça. Si je prends un point ici, le champ sera comme ça. Si je prends un point là, le champ sera comme ça, etc. Par contre, là, le ds, c'est-à-dire l'élément de surface, le vecteur élément de surface infinitésimal, lui, il est normal à la surface, donc il est selon cette direction-là. Et là, on le voit sur le schéma, mais c'est évident, ds et E sont orthogonaux l'un à l'autre. Et s'ils sont orthogonaux, ça veut dire que leur produit scalaire est nul. Donc, si je résume ce que je viens de dire, E, il est collinéaire, ou disons tangent à la surface. ds est normal à la surface. Et donc, ds, produit scalaire avec E, c'est 0. Et donc, on peut calculer le flux total. Alors, le flux total, il faut faire attention, le flux total, c'est le flux sur le tube, plus le flux à l'intérieur, sur les deux parties qui sont à l'intérieur des deux conducteurs.
Et donc ces deux expressions, là, le flux sur le tube, bah, ça va être l'intégrale sur le tube de E scalaire ds, plus l'intégrale sur l'intérieur de E scalaire ds. Et vous voyez que ici, E scalaire ds sur le tube, c'est égal à 0, on vient de montrer là, et E scalaire ds ici, c'est aussi égal à 0, parce que le champ, je vous rappelle, le champ à l'intérieur d'un conducteur, c'est nul. Autrement dit, phi, dans cette surface de Gauss particulière, c'est 0. Donc, on peut en déduire quoi? Ben, à l'intérieur même, ici, à l'intérieur de la surface, alors je vais appliquer le théorème de Gauss. Donc, appliquons le théorème de Gauss. Le flux phi, dont on a vu qu'il était égal à 0, il est égal à la somme des charges intérieures à la surface de Gauss totale, divisé par epsilon 0. Si on revient sur le schéma, la surface de Gauss globale, elle est là. Et cette surface de Gauss, les charges qui sont à l'intérieur de cette surface, vous voyez qu'il y en a une petite partie qui est ici, et il y en a une partie qui est là. La partie qui est là, je l'appelle Q1, et la partie qui est ici, je l'appelle Q2. Et donc, puisque la somme des deux, c'est égal à Q1 plus Q2 sur epsilon 0, et puisque Q1 plus Q2 sur epsilon 0, ça, c'est epsilon 0, c'est une constante, donc Q1 plus Q2 égale 0, ça veut dire que Q1 est égal à moins Q2. On appelle ces deux éléments, donc maintenant on a une information sur Q1 et Q2, on appelle ces deux éléments des éléments correspondants. Les surfaces, les deux surfaces à l'intérieur de la surface de Gauss SG et sur les conducteurs, on appelle ça donc des éléments correspondants. Vous vous souvenez peut-être du schéma qu'on a vu tout à l'heure, le schéma qui représentait les deux conducteurs. On dit que les deux conducteurs donc, sont en influence. Les deux conducteurs sont en influence partielle. Pourquoi partielle? Parce que toutes les lignes de champ qui vont de l'un ne vont pas sur l'autre. Donc ici, on a une situation où donc toutes les lignes de champ, il y a des lignes de champ qui vont de l'un à l'autre et des lignes de champ qui vont de l'un vers l'infini, ou de l'infini vers le deuxième. On se souvient à ce moment-là d'une relation ou d'un théorème qui est le théorème de superposition. C'est-à-dire que si vous avez deux états possibles d'un système, l'état qui serait la somme des deux, c'est-à-dire avec la somme des charges, la somme des potentiels, la somme des champs, c'est également un état possible. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, finalement, enfin, on va utiliser ça, plus le fait que la charge de l'un, pour un conducteur qui est seul, la charge de l'un est proportionnelle au potentiel qu'il a en son sein. On avait vu ça. Donc, je peux écrire que le potentiel de Q1, c'est quelque chose qu'on va appeler une capacité, mais enfin, pas tout à fait, vous allez voir. C'est quelque chose fois le potentiel qui règne ici au niveau du premier conducteur. Alors, ici, je vais généraliser un petit peu tout ce qui est écrit, c'est-à-dire que, en réalité, je vais avoir ici Q1 quelconque, et un potentiel V1, et Q2 va être un potentiel constant à l'intérieur du conducteur, ça on a vu que c'était une propriété, V2. Mais vous voyez, il y a une chose qui va se passer, c'est que je ne peux pas calculer directement, comme on le faisait avant, le potentiel V1. Pourquoi? Parce que ici, j'ai des charges qui vont influencer l'intérieur du conducteur. J'ai des charges sur le deuxième conducteur qui vont influencer les charges et donc le potentiel à l'intérieur du
deuxième conducteur, du premier conducteur, pardon. Et il y a des charges qui sont sur le premier conducteur qui vont influencer les charges, la distribution de charges et le potentiel sur le deuxième conducteur. Par contre, ce que je peux dire, c'est que tout ça, c'est linéaire. C'est-à-dire que peut-être que la charge du premier conducteur va dépendre du potentiel du premier, plus le potentiel quelque chose fois le potentiel du deuxième. Alors, je vais appeler ces coefficients, hein, ça c'est des coefficients, je vais les appeler, alors en l'occurrence, je vais les appeler, vous allez comprendre, C1, j'efface d'abord ça, je vais les appeler C1 et C2. Bon, vous voyez? Ah, ok, mais ça, c'est vrai aussi, c'est des constantes, hein, c'est proportionnel. Si vous augmentez légèrement le potentiel, enfin oui, le potentiel de celui-là, eh bien, la charge qui est ici va peut-être bouger un petit peu. Ou si vous augmentez ici la charge, le potentiel du deuxième va augmenter aussi un petit peu. Comme les choses sont linéaires, on a cette relation-là. Mais quand on regarde le système, il est complètement symétrique, c'est-à-dire que le Q1, les charges, le premier conducteur influence le second, mais le second influence le premier. Donc je peux écrire exactement la même équation, cette fois-ci pour Q2. La charge Q2, ça va être une constante fois le potentiel V1 plus une constante fois le potentiel V2. Le problème, c'est que c'est pas la même. Ici, je vais l'appeler C'1 et C'2, par exemple. Bon, pour rendre les choses peut-être un petit peu plus mathématiquement visuelles, visibles, faisons la chose suivante. C'est que j'ai l'impression ici que on a une espèce de matrice. C'est pas une espèce. Je vais appeler ça, c'est le coefficient qui est là, je vais l'appeler C11, celui-là, je vais l'appeler C12, celui-là C21 et celui-là C22. Donc vous voyez que ce que je suis en train d'écrire, c'est une matrice C1, C12, C21, C22, multipliée par une espèce de vecteur V1, V2, qui agit, cette matrice agit sur un vecteur, appelons ça un vecteur potentiel, ça n'existe pas, hein, un vecteur potentiel vecteur, c'est autre chose. Mais en tout cas, on a ces relations de linéarité. Les CIJ, ce sont ce qu'on appelle des coefficients de capacité. Ça n'est pas la même chose que la capacité d'un conducteur qui serait tout seul dans l'espace, mais ça a la même dimension que la capacité qu'on a vue auparavant pour un conducteur. Donc imaginons maintenant une situation, essayons d'imaginer une situation dans laquelle toutes les lignes de champ d'un des conducteurs viendraient sur l'autre conducteur. C'est pas complètement évident comme ça de l'imaginer tout de suite. Alors il y a une situation simple dans laquelle ça arrive, c'est quand l'un des conducteurs entoure complètement l'autre. Voici une telle situation. Donc on est dans une situation où l'un des conducteurs a une cavité, l'autre conducteur qui est à l'intérieur est chargé, et donc les lignes de champ qui partiraient éventuellement de l'un pour aller vers l'autre, ben, les lignes de champ qui partent d'ici pour aller, enfin, elles ne peuvent pas partir à l'infini puisqu'elles sont complètement entourées par l'autre conducteur. Attention, on a dit que quand il y avait une cavité, vous vous souvenez, une cavité vide à l'intérieur d'un conducteur, il n'y avait pas de champ électrostatique, il n'y avait pas de charge d'abord à l'intérieur, et le champ électrostatique était nul. Mais on n'est pas dans cette situation-là. On est dans la situation où ici, vous avez des charges Q1, donc, sur le conducteur. On a à l'intérieur de la cavité quelque chose, un conducteur, et en plus il est chargé, c'est nous qui l'avons amené. Donc, une fois qu'on est dans cette situation-là, ah oui, on va supposer encore autre chose. On va supposer, pour simplifier les calculs, ça ne change pas la généralité de ce qu'on va raconter, on va simplifier qu'on a pris un fil métallique
et qu'on l'a envoyé à l'infini et qu'on l'a connecté au premier conducteur. Ce que ça veut dire, c'est que à l'infini, V égale 0, puisque dans un conducteur, ce fil-là, il a une capacité négligeable, on va dire, et la capacité donc étant négligeable, le potentiel à l'intérieur du premier conducteur, je les ai appelés comment? Non, du deuxième conducteur, ça c'est le conducteur numéro 2, celui qui est extérieur. Le deuxième conducteur, donc, le potentiel va être égal à 0. V2 va être égal à 0. On peut écrire des choses, si vous vous souvenez de cette expression-là, on veut retrouver les charges, comment les charges se répartissent. Eh bien, la partie de l'expression, la partie V2 ici, est égale à 0. Donc il nous reste juste les expressions suivantes pour l'ensemble des deux conducteurs. C'est que Q1, ça va être égal à une constante, bon je laisse la notation C11 fois V1, et Q2, c'est égal à C21 fois V1 aussi, puisque V2 est égal à 0. Ok, c'est intéressant. Maintenant, on peut avoir aussi d'autres informations. Ça, c'est la première information qu'on a. L'autre chose qu'on peut dire, puisque toutes les lignes de champ, vous voyez, toutes les lignes de champ qui partent d'un des conducteurs vont vers l'autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous souvenez de notre tube de Gauss, etc., de tout à l'heure. Mais comme toutes les lignes de champ de l'un vont vers l'autre, en fait, les éléments correspondants, c'est toute la surface ici de Q1 qui correspond à toute la surface qui est égale à la surface intérieure ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les charges, on a dit que, vous vous souvenez, Q1 égale moins Q2, si je me souviens bien. Voilà, dans cette expression-là, dans ce schéma-là, la charge qui est à l'intérieur de la surface de Gauss ici est équivalente et opposée à la charge qui est ici. Ça, on l'a démontré. Voilà la démonstration. Et donc ici, je peux écrire tout simplement que Q1, la charge qui est ici, est égale à moins Q'2, où la somme des deux charges, Q1 et Q'2, est égale à 0. Alors, la surface de Gauss qu'on pourrait prendre, hein, je ne vais pas jusqu'au bout, mais la surface de Gauss qu'on pourrait prendre, la voilà. C'est une surface de Gauss qui entoure complètement, qui est complètement dans le conducteur numéro 2, et qui entoure complètement l'intérieur de la cavité intérieure. La somme des deux charges est égale à 0, puisque le champ est nul à l'intérieur du conducteur. Enfin bon, là, l'équation est relativement... le théorème de Gauss s'applique de façon presque évidente. Alors ça, c'est intéressant. Maintenant, ce qu'on peut aussi dire, puisque V2 est égal à 0, à l'extérieur du conducteur numéro 2, là, vous n'avez pas de variation de potentiel. C'est-à-dire ici, au niveau de cette surface-là, au niveau de cette surface, de cette surface-là, ici, tout autour, et ici, en fait, vous n'avez pas de variation potentielle, puisque le potentiel à l'infini est nul et le potentiel de tout le conducteur est égal à 0. Donc, puisqu'on a cette situation-là, pas de variation. La conséquence de ça, c'est tout simplement que la charge extérieure, la charge qui serait normalement ici, là, sur tout le pourtour de ce conducteur, mais puisqu'il n'y a pas de variation de potentiel, ça veut dire qu'il n'y a pas de charge. Il n'y a pas de variation de potentiel, donc il n'y a pas de champ, donc il n'y a pas de charge. Et j'avais appelé ça Q seconde 2. D'autre part, dernier petit point, c'est que la charge totale du conducteur 2, Q2, bah c'est égal à, vous voyez sur le schéma ici, Q'2 plus Q'2 plus Q seconde 2. Et donc, comme Q seconde 2 est égal à 0, c'est égal à Q'2. Et Q'2, on a vu que c'était moins Q1. Et donc, j'en déduis que Q2, c'est égal à moins Q1.
Alors ça, c'est intéressant pour ces deux relations-là. Si je dis que Q1 est égal à moins Q2, ben ça veut dire que, donc si je réécris ça, je vais écrire que Q2 égale moins Q1. Ça implique que Q1 égale C11 V1, c'est égal à moins Q2, c'est la même chose, hein, le signe moins, je le balade. Et ça, c'est égal à moins C21 V1. Et donc, ça implique, vous prenez cette expression-là et celle-là, et ça implique que C11 est égal à moins C21. Et regardez où est-ce qu'on veut en arriver. Alors, cette équation, cette égalité, définit en réalité ce qu'on appelle deux conducteurs en influence totale. Alors, on va aller encore, on peut montrer, on va aller encore un cran plus loin, que ça reste vrai, quels que soient les potentiels. Ceci reste vrai, quels que soient les potentiels, et d'autre part, que les deux autres coefficients C12 et C21 sont égaux. On peut réécrire le système qui donne Q1 et Q2 de la façon suivante. Q1, c'est égal à alors C11 V1 plus, d'après ce qu'on vient d'écrire, C11 c'est moins C21 et moins C21 c'est moins C12. C12 c'est ce qu'il y avait ici. Enfin, pardon, C12 c'est égal à moins C11 V2. Et Q2, on ne connaît pas C22, c'est la seule chose qu'on ne connaît pas. On peut montrer qu'en fait c'est égal à C1. Donc Q2, ça va être égal à moins C11 V1 plus C22 V2. Le moins C11 venant du fait que moins C11 c'est C21. Ce qu'on va voir, la conséquence de ces égalités, en particulier la première, on va la voir lors de la prochaine vidéo.